Le printemps de l'orientation, acte 3. Dernière scène, on peut dire aujourd'hui. Ultime scène avec toutes les questions auxquelles nous allons répondre en direct sur ce plateau. Et il y en a beaucoup de questions. Exactement. Et vous pouvez d'ores et déjà encore poser vos questions. Vous le voyez, le numéro qui s'affiche derrière nous, 05 57 57 73 73. On y répondra en direct avec nos invités. Toute la nuit, puisqu'on va battre le record des réponses au téléphone. 24 heures, très certainement. Avec nos invités, je le disais, que je vais présenter à ma droite Philippe Mittet, DGA du pôle éducation et citoyenneté de la région de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Damien, toujours présent parmi nous, justement, Damien Moncassin. Bonjour. Par contre, je ne suis pas certain de pouvoir répondre aux questions qui vont être posées, voilà, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, on en a d'autres là. Bienvenue quand même sur le plateau. Et de ton côté, Denis, nous avons Sophie Robion, qui est du service régional de la formation et du développement DRAFT Nouvelle-Aquitaine. Oui, tout à fait. Bonjour et merci. Bonjour. Et à côté de vous, Sébastien, qu'on a le plaisir de retrouver, Sébastien Fouchard, justement, XAIO, à l'Académie de Bordeaux, puisque vous étiez avec nous hier soir, et vous revenez justement pour répondre de nouveau aux questions de nos internautes aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par une question de Nathalie. Longue question, mon fils est en première et va donc devoir s'inscrire sur Parcoursup l'année prochaine. Or, nous allons déménager dans le courant de l'année pour des raisons professionnelles. Et au moment de l'inscription, nous ne connaîtrons pas encore notre ville d'arrivée. Bon, ça me paraît compliqué. Comment faire dans ce cas? Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Sébastien, lancez-vous. Alors, on se lance. Effectivement, sur Parcoursup, il est possible aux familles qui vont changer de domicile en cours de procédure de pouvoir demander, par procédure dérogatoire, à être attachés à l'académie dans laquelle ils vont arriver. Il y a pour cela un certain nombre en tout cas d'étapes à suivre. Alors à la fois sur le site Parcoursup, faire une demande pour dérogation, pouvoir fournir des documents qui permettent d'attester d'une mutation, avec au moins l'académie dans laquelle ils vont arriver, et ensuite ça pourra être complété par la production d'autres documents si besoin, étant entendu qu'à la production de ces documents-là, il y aura un rattachement de fait à l'académie d'entrée, et il y aura la prise en compte pour l'admission du candidat. En sachant que sur cette dimension changement d'académie, cet rattachement au secteur ne vaut que pour les universités. Parce qu'en fait, ce sont sur les universités qu'il y a surtout une sectorisation, en sachant que sur le reste des formations, on est sur des formations qui sont en recrutement national le plus souvent, que ce soit sur les classes préparatoires, les BTS, les écoles. Donc là, après, qu'on soit rattaché à une académie ou à une autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, sur la sécurisation d'une place en université, là, ça va avoir un impact. Et c'est pour ça qu'il faudra faire cette demande. Et alors, pour prolonger la question de Nathalie, mon fils souhaite travailler dans l'événementiel sportif. Il hésite entre la filière événementielle, la filière sportive et la filière commerciale. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Alors, je veux bien apporter au moins une réponse, parce qu'on organise les Olympiades des métiers. Moi, je fais partie un petit peu de ce monde-là, et je n'ai fait aucune de ces voies-là. Voilà, c'est les opportunités qui ont permis aussi la construction du parcours, et franchement, si c'est un domaine qui plaît, il faut y aller. Après, effectivement, le monde de l'événementiel est quand même quelque chose qui s'apprend. Et donc moi, j'aurais plutôt tendance à l'encourager à aller dans ce type de formation-là, parce qu'il y a des logiques de montage de projets, de logistique, etc., qui sont d'une absolue nécessité. Et donc, j'aurais plutôt tendance à répondre d'aller vers le monde de l'événementiel d'abord. Il n'y a pas un seul moyen, c'est ça? On l'a vécu, Denis, et pendant 3 jours, on a bien vu qu'il y avait des voies différentes qui pouvaient amener, et des chemins différents qui pouvaient amener à des opportunités et des métiers identiques. Donc, très sincèrement, si c'est quelque chose qui est souhaité par cette personne, on peut ne faire qu'une chose, c'est l'inviter à y aller et venir. Et puis, on a parlé du réseau ambassadeurs métiers. Il y aura probablement des ambassadeurs métiers, et j'en serai un, en tous les cas, autour de l'événementiel. Et donc, je me mets à la disposition, évidemment, de ces personnes pour pouvoir échanger par rapport au parcours et à l'expérience que nous avons les uns les autres. Une autre question de Mathis, cette fois-ci, qui nous dit « Je suis en 3e et passionné de motocross. J'aimerais trouver un métier qui me laisse assez de temps pour pratiquer, mais qui me permettrait de gagner assez d'argent pour financer ma passion. Que me conseillez-vous » Vaste sujet, Mathis. Damien. Alors, c'est des questions, là, pour le coup, qui sont vraiment pas faciles à répondre.
À la limite, sidecar, t'aurais pu, mais motocross, c'est compliqué. Ouais, non, ni sidecar ni motocross. Non, ce qu'on peut quand même dire, c'est utiliser l'expérience que nous a passé Maxime Capet, qui est venu et qui fait du sport de haut niveau et des études en même temps de haut niveau. En tous les cas, il y a des sports-études qui existent, il y a des accueils comme ça. Alors, je ne sais pas en moto si ça existe au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, s'il y a du sport-études. Mais beaucoup de marques en fait font des sortes d'écoles privées pour certains motards, mais ça demande pas mal d'investissements financiers quand même de la part des parents en général. Sauf s'il y a des surdoués, enfin j'avais suivi un petit peu ça, et qui sont payés. Mais bon. En tous les cas, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait allier à la fois la formation et sa passion, y compris dans le sport de haut niveau, parfois avec des adaptations pédagogiques qui permettent, soit à distance, soit sur un temps plus long, de pouvoir accéder au diplôme. Et puis la deuxième chose, et là pour le coup c'est plus une expérience olympiade des métiers, nous on a eu des jeunes qui travaillaient dans le monde de la moto et qui faisaient aussi leur passion de la moto, à la fois en étant chez un concessionnaire, en étant mécanicien ou en étant commercial, et en même temps ils pilotaient ou ils étaient dans directement des équipes de moto qui faisaient des grands prix, etc. Donc je pense qu'on va pouvoir allier assez facilement les deux. Et on reste dans le sport avec Mathilde. Je suis en licence STAPS, Management du sport, et j'aimerais faire le centre de droit et d'éco du sport à Limoges. L'école est très sélective. Faut-il que je fasse une remise à niveau en allant en fac de droit? Qui répond? Sébastien. Alors, je ne vais pas forcément répondre parce que la question est quand même très spécifique. Il faudrait véritablement avoir les exigences d'entrée sur l'école qui est citée. Très honnêtement, je n'ai pas cette connaissance-là pour pouvoir apporter cette précision. Ceci étant, si on est sur une école qui le nécessite, ou en tout cas qui nécessite un niveau en droit, il est effectivement préférable dans ces cas-là d'aller sur l'université et de pouvoir récupérer un parcours juridique pour pouvoir finalement parfaire ses connaissances et ses compétences et se donner toutes les chances d'y arriver. Maintenant, je pense que le seul moyen de répondre à cette question, c'est de pouvoir contacter l'école directement pour obtenir l'information de manière très claire et ensuite qu'elle puisse construire son parcours avec l'université si besoin ou éventuellement avec les services universitaires d'information et d'orientation qui peuvent l'accompagner dans cette réflexion-là. De toute façon, juste pour rassurer aussi les personnes qui nous regardent, alors on n'a pas évidemment l'ensemble de toutes les réponses à toutes les questions qu'on reçoit. En revanche, ce qu'on s'engage à faire de manière systématique, c'est recontacter les personnes, puisqu'on a récupéré aussi leurs coordonnées, de telle manière à leur apporter les réponses les plus appropriées. Donc on reviendra aussi vers eux, de telle manière à ce qu'ils ne restent pas surtout sans réponse. Oui, Philippe, allez-y. Par rapport à ce qui a été dit, et par rapport à la question du jeune, de dire j'ai une passion, je voudrais faire une formation, est-ce qu'il faut que je me remette à niveau? Je crois que ça a été dit par Sébastien. La première chose à faire, c'est prendre contact avec l'école, questionner, s'interroger et ne pas rester dans c'est une école qui fait du droit, donc il faut que je fasse du droit. Je crois que c'est vraiment, si je devais donner un conseil, c'est ne pas hésiter à aller dans les écoles, à questionner, à aller dans les journées portes ouvertes quand elles existent. Et c'est souvent un bon moyen de faire que les jeunes rapprochent entre ce qu'ils imaginent être les attendus et la réalité de la manière dont on rentre dans une école sur les concours, de pouvoir avoir vraiment un échange en amont et pas se dire on m'a dit qu'il fallait faire du droit, donc je vais faire 1 an de droit. C'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Chacun a son profil et sur ce type de formation, qui sont des formations effectivement exigeantes, il faut d'abord prendre contact avec les gens et il n'y a pas nécessairement un seul profil. Il y a différents profils et pour un peu connaître ce territoire et cette formation, c'est vraiment un dialogue entre l'école et les jeunes qui peuvent permettre de faire que s'il y a des nécessités de complément, il puisse avoir lieu éventuellement à l'intérieur de l'école et dans la formation. Poser la question directe, sans intermédiaire, il vaut mieux au cas par cas, quoi. Je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas avoir d'intermédiaire, parce que ça me ferait avoir beaucoup de questions. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à contacter les écoles. Il y a toujours des gens, et je crois que ça fait partie de la qualité des écoles, notamment de celle-ci, d'être ouvert aux questions. Il y a plein de diversité, c'est la caractéristique de cette école. Donc il ne faut pas hésiter, il faut questionner. Et il faut pousser à la porte si c'est utile. Si on n'est pas trop loin, il ne faut pas hésiter. Une nouvelle question d'Iman cette fois-ci. J'ai arrêté mes études depuis 1 an et demi, faute de moyens. J'aimerais reprendre, mais est-ce que j'aurai le statut d'étudiant ? D'étudiante, exactement.
Sébastien? Si on est sur une reprise d'études, oui, on sera effectivement sur un statut étudiant. Voilà, sachant que sur la dimension reprise d'études, alors ça dépend du niveau auquel elle a arrêté les études, mais ceci étant, on sera forcément sur un statut étudiant. Après, la procédure pour reprendre les études va passer par des procédures qui sont spécifiques aux formations qu'elle souhaitera intégrer. Je pense que la première chose à faire peut-être, c'est de pousser la porte d'un service où elle va pouvoir trouver de l'information, un centre d'information et d'orientation notamment, pour pouvoir justement expliquer sa situation et puis pouvoir réfléchir aux différentes solutions qui s'offrent à elle pour une reprise d'études. Soit dans l'enseignement supérieur, soit éventuellement sur une formation du second degré type bac, voilà, avec différents dispositifs qui peuvent exister, à la fois les lycées pour la reprise d'études, des micro-lycées éventuellement sur la région qui existent pour la reprise de formation en bac professionnel ou en bac technologique. Voilà, donc différentes solutions existent. Le tout, c'est de pousser la porte d'une structure qui puisse l'accompagner, l'informer et puis faire le point sur sa situation. Question de Joris. Terminal STMG, je suis sorti du système scolaire. On me demande de démissionner de l'Éducation nationale pour intégrer un système de réinsertion. Pensez-vous que c'est un risque? STMG, on peut préciser ce que c'est, STMG? STMG, c'est un bac technologique, sciences et technologies du management et de la gestion. Et après, sur la question, vous indiquiez... On me demande de démissionner de l'Éducation nationale pour intégrer un système de réinsertion. Pensez-vous que c'est un risque? Je pense rien de particulier. Après, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est quel est le projet, quelle est la demande par rapport à la situation qui est celle de ce jeune. Si effectivement on est sur une situation qui est celle d'une scolarité, déjà je pense qu'il faudrait peut-être qu'il fasse le point dans son établissement scolaire pour voir finalement quelle est sa situation, ce qu'il se passe dans sa scolarité et quels sont les moyens peut-être de remédier aux difficultés qu'il pourrait rencontrer. Et par ailleurs, voilà, peut-être justement réfléchir à cette démission ou pas et aux propositions qui sont faites en face et à ce que ça peut lui permettre de construire par ailleurs. Je sens que c'est pas... Il n'y a pas oui ou non, quoi. Il n'y a pas nécessairement de oui ou de non, il n'y a pas nécessairement de bien ou de mal. Je pense qu'il y a le projet qui est le sien, les difficultés qu'il peut rencontrer, les motivations qu'il a. Et tout en sachant que s'il doit effectivement passer par cette démission, je pense que derrière, il faut pouvoir poser l'offre qui lui est faite, la construction ou l'accompagnement qui va lui être proposé et la solution que ça peut lui apporter. Mais sans plus de détails, c'est difficile de véritablement rentrer dans une réponse très, très claire sur cette question. Philippe? Oui, je veux bien compléter. Il y a toujours un risque à abandonner ses études. Donc, si je comprends bien, ce jeune est en terminale. STMG. STMG, il est en terminale. Il lui reste... Il a fait, si on compte le nombre d'études depuis la petite section de maternelle, vous pouvez commencer à compter. Et il se dit, dans les quelques derniers mois, je vais arrêter pour aller sur un dispositif d'insertion. Donc, la première chose, c'est vraiment, de mon point de vue, qu'il aille voir les gens qui sont dans son établissement. Il y a plein de personnels qui sont capables de l'accompagner. Il a un professeur principal, il a une CPE. Je ne vais pas vous dresser la liste de tous les gens, mais qu'il ne reste pas isolé dans cette prise de décision. C'est une décision lourde de conséquences quand on arrête ses études à quelques mois d'un examen terminal, dont les résultats sont quand même, là, Sébastien pourra nous le dire, mais on est quand même sur des résultats particulièrement élevés. Prendre le risque de s'arrêter pour une insertion, j'aurais tendance à dire, et là je le dis en tant que cadre, mais aussi en tant que parent, il passe le bac, puis après on en rediscute. Bon, ça on lui dira, enfin bon, pas... Si je peux, parce qu'on a souvent ce type de... Alors pas forcément là, le cas spécifique, mais notamment dans des métiers en tension, où il y a une forte demande d'emploi, il y a beaucoup de jeunes qui s'interrogent d'aller jusqu'au bout de leur diplôme alors qu'il y a des entreprises qui viennent pour les recruter directement parce qu'ils ont fait des stages, parce qu'ils sont en alternance, pour plein de raisons. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Alors moi, je n'ai pas de conseils particuliers à donner, mais c'est vrai qu'on a souvent des questions qu'ils se posent, à savoir, est-ce que je vais au bout de ma formation? Est-ce que je vais me qualifier alors que j'ai de l'emploi? Je pense quand même que obtenir son diplôme a aussi une vertu pour eux d'un point de vue de la reconnaissance, ne serait-ce que salariale. Dans les grilles salariales,
il y a aussi une reconnaissance qui est liée au niveau de qualification que l'on peut obtenir et que nous avons, et qu'ils obtiendront à travers la qualification. Et donc, j'aurais tendance quand même à leur dire, surtout lorsque vous êtes très proche, et vous avez raison Philippe, de l'obtention du diplôme, d'aller au bout. Enfin, là, on est au mois de mars. Il reste en gros quelques 2 mois et demi à peu près pour obtenir son baccalauréat, ce que je lui souhaite. Et donc, voilà, on va lui souhaiter surtout le bon choix pour lui, ce sera le sien, et puis une belle réussite. Une autre question de Michel. Mon fils veut faire vétérinaire, mais les résultats scolaires ne suivent pas. Comment puis-je l'aider pour réorienter son projet sans briser son rêve? Sophie. Alors, c'est un très beau projet d'être vétérinaire, mais effectivement, ce sont des études longues et difficiles. Donc, s'il estime qu'il n'a pas le niveau ou l'expérience ou la maturité suffisante pour aborder des études vétérinaires, l'autre solution est de passer par des études courtes, comme le BTS Production Animale, qui lui permettra, pendant ce temps-là, de construire son projet. Et donc, peut-être, si les études se passent bien, que ce BTS Production Animale se termine par un excellent niveau, il pourra envisager de faire après une prépa post-BTS en 1 an, qui lui permet d'ouvrir les portes soit des écoles d'ingénieurs agricoles, soit des écoles vétérinaires. Donc, il peut passer par cette petite voie, donc retravailler, mûrir, avoir une expérience professionnelle. Et après, au bout de 2 ans, il va revoir son projet. Donc c'est une expérience qui est relativement intéressante. Donc il se rapproche de son lycée agricole le plus proche. Il a peut-être fait le vœu sur Parcoursup, ce qui serait l'idéal. Après, il y a cette pression, briser son rêve, ça met une pression un peu aussi, parce que visiblement, c'est quelque chose Alors d'important. là, on ne brise pas le rêve, on utilise simplement une voie parallèle qui permet de mûrir, de retravailler son projet, d'être en contact avec le milieu des animaux. Et de vraiment retravailler son projet. Donc on ne brise pas le rêve, on l'aborde de façon différente. Question de Foued. Mon fils veut devenir chanteur, un secteur où il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Quelles études privilégier en termes de plan B dans le secteur pour qu'il ait un filet de sécurité? Damien. Alors là, je ne vais pas pousser la chansonnette quand même. Déjà, on peut se retourner pour voir si... non. Déjà, depuis le début, on incite tout le monde à aller vers le rêve et puis vers les choses, donc qui pousse à fond par rapport à ça. Après, il y a des métiers connexes, on en a parlé un petit peu ici, il y a quand même des métiers autour de l'ingénierie du son, il y a ce type de choses-là, il y a de la technique, il y a de la vidéo, il y a ce type de choses-là. Mais sauf que là, il veut vraiment devenir chanteur, c'est pas technicien ou... Peut-être que ça peut évoluer aussi. Ouais, je pense qu'il y a aussi, en même temps que je vous parle, j'essaye d'apporter quelques réponses. Il y a les conservatoires qui existent. Dans lesquels il y a des opportunités. Après c'est effectivement, si l'idée c'est d'aller faire des concours et d'aller gagner The Voice, c'est aussi peut-être une opportunité que de se faire connaître. Il y a plein de choses et j'ai envie de dire, explore et puis tu trouveras à un moment donné aussi quelque chose par rapport à ça. Allez-y Philippe. J'allais répondre... Quand un jeune a une vocation, une envie, un métier, un rêve, du moins là, chanteur, c'est un rêve. Je crois qu'il faut parfois le confronter à ce qu'est réellement le métier, aux lieux dans lesquels ces métiers peuvent s'apprendre. Et là, j'allais évoquer, c'est simple, il y a des écoles, il y a des conservatoires, il y a aussi dans les établissements scolaires des sections, des classes à horaires aménagés musique, dont certains sur le chant. Alors j'imagine que c'est peut-être pas ce type de chanson sur lequel il se destine, mais en tout cas, il faut essayer qu'à travers un rêve, on puisse donner une réalité à ce que ça peut être dans un premier temps, et puis après d'aller voir les gens qui font vraiment. Il y a des jeunes qui se sont lancés dans ce type de rêve. Ils peuvent aussi donner des éléments de réponse et la manière dont ils ont pu le faire. Je crois que les ambassadeurs métiers tels qu'on essaie de les définir, c'est-à-dire des jeunes qui sont au début de leur carrière, qui puissent expliquer comment ils l'ont fait, comment ils l'ont vécu, c'est vraiment une bonne possibilité pour un certain nombre de jeunes de se dire, comme on le disait, je vais être vétérinaire. Si on regardait tous les jeunes qui sont devenus vétérinaires, on verrait que probablement entre celui qui a réussi du premier coup, de la première fois en ligne directe, et puis celui qui est passé par un chemin de traverse,
l'équilibre est peut-être pas 90-10, c'est peut-être 50-50. Et c'est peut-être ces parcours qu'il faut pouvoir mettre en valeur. Et là, pour ce jeune chanteur, je lui conseille, moi, à titre personnel, il y a un conservatoire. En France, c'est une particularité, mais c'est plutôt le conservatoire qui fait ce travail-là, qu'il aille voir dans un conservatoire. Et dans les conservatoires, il n'y a pas que de la musique classique, il y a aussi d'autres types de musique qui existent. Marine, pour la 8e question, je travaille depuis 10 ans dans l'administration. J'aimerais devenir kinésithérapeute. Quelles sont les aides pour financer mes études? Sébastien? Alors, Damien. Damien a donné la parole à Sébastien. Mais... Ouais, on échange les regards parce que parfois on peut être un peu piégé. On va le faire à deux. Donc là, on est sur une reconversion professionnelle et donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à la personne. Il y a le congé individuel de formation qui existe, qui permet de financer des reconversions professionnelles. Et donc qui est financé directement aussi par l'employeur à travers des cotisations qu'ils apportent. Donc ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres possibilités aussi. Si la personne se retrouve en tant que demandeuse d'emploi, il y a aussi des possibilités de financement à travers les pôles emploi, les régions qui financent un certain nombre de reconversions et d'accès aux qualifications pour les personnes. Et après, il y a aussi, alors je ne sais pas si dans le métier spécifique de kinésithérapeute ça existe, mais ça doit pouvoir exister, je pense. Et des opportunités auxquelles on pense assez rarement, qui sont les cours du soir. Ça existe aussi, sur lesquels, sur des périodes un petit peu plus longues, ça permet de pouvoir allier et sa profession, son travail au quotidien, et des cours qui sont des cours du soir qui permettent de pouvoir accéder à une qualification. C'est 3 ou 4 ans, non, les études de kiné? Les études de kiné, c'est 3 ans, me semble-t-il. 4 ans, vous êtes passé à 4 ans. Voilà, après, comme dans toutes les formations, et y compris dans les formations paramédicales, il y a des adaptations qui sont possibles aussi d'un point de vue de la manière dont la pédagogie se passe. Et donc ça aussi, pareil, il faut se tourner vers les écoles de kiné pour avoir ces adaptations et voir ce qu'il est possible de faire par rapport à ces prérequis. Question d'Antoine. Je suis en terminale maths physique. Je veux monter mon entreprise de recyclage d'objets anciens. Qui peut m'aider? Alors, Sébastien. Moi, je veux bien l'aider, mais Sébastien, ça ne va pas l'aider. moi aussi, je veux bien. Mais On va, non, on va voir ce qu'on peut faire dans l'éducation nationale, je dirais Oui, la place suivante. on peut voir ce qu'on peut faire. Alors, après, qui peut l'aider? Je pense que déjà, il faudrait arriver effectivement à faire le point sur... il est sur... excusez-moi. Terminale maths physique. Oui. Ouais, maths physique, et c'est sur... Aucun rapport. Objets anciens. Objets anciens et recyclage d'objets d'objets anciens. Ouais. Voilà. Après, je pense que sur cette dimension-là, il y a peut-être des formations qui existent. J'avoue que je suis un peu court, mais pour autant, je pense que l'idée, là, effectivement, c'est peut-être de se tourner vers les professionnels de l'orientation qui peuvent déjà réfléchir avec lui sur des parcours possibles de formation professionnelle sur ce champ-là, quelle que soit finalement sa formation d'origine. Essayer finalement de trouver la formation qui peut être adaptable ou adaptée à son projet professionnel. Après, je sais pas, Philippe, si... Oui, alors je vais raconter une petite histoire pour montrer que les rêves comme ça peut exister. Il y avait 2 jeunes qui, pendant leurs études, se sont mis d'accord pour travailler à plusieurs. Ils ont échangé des données, ils ont fait il y en avait un qui faisait l'exercice et le partageait avec les autres pour voir quelle était la meilleure manière de faire. Puis ils se sont dit, on va monter quelque chose, et ça s'est appelé Classroom. Une petite idée, ils ont été accompagnés, et c'est là où la région, alors Nouvelle-Aquitaine, mais toutes les régions le font, parce que les régions ont la compétence économique, c'est de faire qu'on puisse accompagner, alors les termes peuvent être les jeunes pousses, les startups, on peut trouver plein de termes, mais en tout cas, au sein de chaque région, il y a des gens dont le métier, c'est de voir si les idées sont d'abord intéressantes, si elles sont viables, et si on peut les accompagner. Alors on peut les accompagner de différentes manières. Il y a les tiers-lieux, il y a l'accompagnement. Je sais que par exemple, sur le domaine du sport, on a un tiers-lieu qui a été mis à la Maison des Sports de la région, où au dernier étage, il y a plein de jeunes entreprises, des gens qui font et qui essayent. On les accompagne, ils sont pris en charge sur différents aspects administratifs et financiers. Et là, je dirais pour ce jeune,
Alors, toujours, mais un, il n'arrête pas ses études. Et deux, il peut commencer à travailler et aller voir des gens qui pourront l'aider à commencer à réfléchir à son projet. Parce que ce type de projet, ça prend toujours un petit peu de temps et il faut vraiment bien le mettre à plat pour qu'au moment où il se lance vraiment, il ait toutes les garanties de pouvoir réussir. Parce qu'on peut toujours essayer et puis ne pas réussir, mais il faut au moins se donner les moyens de bien faire dès le début. Donc là, au sein des collectivités, au sein des régions, il y a des gens qui peuvent accompagner ce type de projet. Ouais, puis, si je peux lui apporter aussi un conseil complémentaire, à partir du moment où on veut créer une entreprise, n'hésitez surtout pas à aller aussi vers les consulaires qui ont des services qui sont dédiés à ça, dans les métiers, dans l'artisanat, dans les CCI, dans les chambres d'agriculture. Il y a des services spécialisés sur l'accompagnement à la création d'entreprises où effectivement ils vous apporteront des très bons conseils parce qu'il faut faire des études de marché. Il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut quand même franchir avant de créer entièrement sa boîte. On a une question par téléphone. Chantal qui nous appelle de Niort. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Quelle est votre question? Alors ma question est la suivante. Ça concerne mon petit-fils qui fait des études de droit français et aussi de droit espagnol. Donc je voulais savoir si la région offre des aides, propose des aides pour aider ces étudiants à étudier à l'étranger. Alors, qui prend la parole? Je vais prendre celle-ci. Philippe, allez-y. Oui, alors madame, oui, alors il existe des aides. C'est un dispositif européen qui s'appelle Erasmus. Oui. Donc vous pouvez, votre petit-fils, si j'ai bien compris, votre petit-fils peut aller dans l'université où il se trouve, il va pouvoir rencontrer des gens qui vont l'accompagner et les dispositions vont lui permettre de faire soit des stages d'études, soit de partir pendant quelques mois et la région aide en fonction des ressources et en fonction de la durée, mais il y a une aide de la région et une aide qui est faite aussi par l'Europe par rapport à ces destinations. Donc vous allez, là je vais me permettre, si vous tapez jeunes au pluriel en Nouvelle-Aquitaine, vous aurez toutes les informations à travers Erasmus. Mais vous avez dans chaque établissement universitaire une personne qui est le point de contact direct si votre petit-fils veut avoir des informations. D'accord. Vous pouvez me redire le site Jeunes au pluriel en Nouvelle-Aquitaine, oui. Et c'est normalement ce qui sort en premier sur votre moteur de recherche. Et un petit, voilà, Damien souhaite compléter. Je vais vous compléter la réponse de Philippe Mittet. Deux choses. D'une part, on a abordé dans le printemps de l'orientation une séquence hier qui est la séquence numéro 7 à 18h30 où on a parlé de mobilité internationale. Donc je vous invite à aller voir le replay sur la chaîne YouTube de la région Nouvelle-Aquitaine pour cette émission spécifique. Vous aurez toutes les réponses. Et la deuxième chose, il existe deux réseaux. Un sur Internet, c'est le site somobilité.fr, somobilite.fr, on le voit à l'écran, qui est un site qui va pouvoir vous informer. Et la deuxième chose, vous avez sur l'ensemble du territoire le réseau Information Jeunesse aussi, qui est spécialiste dans tout cet accompagnement-là, que ce soit des points Information Jeunesse, des bureaux Information Jeunesse. Ils sont à votre disposition et tout ça, vous retrouvez ça sur le site qui est le site du CRIJNA, crijna.fr, et vous aurez l'ensemble de tous ces points. D'accord. crijna.fr. D'accord. Très bien, j'ai pris note. Voilà Chantal, on a répondu à votre question, on imagine? Oui, je vais transmettre toutes ces informations à mon petit-fils qui saura en faire bon usage. On a l'adresse qui s'affiche sur l'écran d'ailleurs du crijna.fr. D'accord. Je vous remercie. Merci Chantal, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. On continue les questions avec Sophie qui est en 3e. J'ai regardé votre émission ce matin, Les jeunes parlent aux jeunes. Comment peut-on participer aux Olympiades des métiers? Alors ça, Damien, cœur de cible. Ah là, c'est parti. Temps limite, pas plus de 6 minutes. Non, on ne va pas faire plus de 6 minutes et elle a bien raison de vouloir participer aux Olympiades des métiers. Alors, la seule condition, il y en a une, elle est unique, c'est une condition d'âge. C'est l'unique condition.
il faut, alors ça dépend des années et des éditions, mais au global, il ne faut pas sur l'année internationale avoir 23 ans. C'est la seule condition. Ensuite, pour la prochaine édition que nous allons ouvrir, qui va être la 47e édition, on va mettre en place les inscriptions à partir de quelque chose comme le début septembre de 2021 jusque début décembre. Donc je l'invite à aller sur le site olympiademetiers.fr à partir de ce moment-là, tout ça au pluriel, de telle manière à pouvoir s'inscrire. Et ensuite, il y a plusieurs étapes qui vont s'offrir à elle. On aura des étapes de présélection de telle manière sur des épreuves en réel dans les différents métiers, à ce qu'elle puisse être sélectionnée. D'ailleurs, on profite de ces présélections sur l'ensemble du territoire régional pour faire venir du public sur les plateaux techniques, des collégiens, des familles, voilà, pendant notamment les journées portes ouvertes, où on essaie d'allier à la fois l'offre de formation et la connaissance des plateaux techniques et du geste professionnel qui est pratiqué devant eux, de telle manière à ce que les Olympiades des métiers, au-delà du site unique sur Bordeaux, soient aussi un outil d'orientation de terrain pendant ces présélections. Donc elles se dérouleront en 2022, de mi-février 2022 à mi-avril 2022. Et après, on aura l'occasion de se retrouver au Parc des Expos de Bordeaux, quelque chose comme le mois d'octobre. Parfait, le temps a été respecté. 3h30, c'est bien. Une nouvelle question de Luc cette fois-ci. Quelle est la différence entre l'alternance et l'apprentissage? Alors, Sébastien. il n'y a pas nécessairement de différence. Je sens que l'alternance, en fait, c'est une modalité où on est à la fois sur la formation et sur l'entreprise. Après, l'alternance, ça peut se concevoir soit sur du stage non rémunéré, soit éventuellement sur du stage rémunéré et la formation. Et ceci étant, ça peut être aussi sous format contrat, avec un contrat d'apprentissage, où là, on est sur un contrat de travail avec un temps en entreprise et une activité salariée, et un temps en formation pour étudier et acquérir le diplôme. Au-delà du contrat d'apprentissage, il y a aussi contrat de professionnalisation. Ouais, si tu veux, vas-y. Ouais. Ah oui, après, ok. Et, puis, ouais, okay. Et au-delà donc, du contrat d'apprentissage, il y a aussi d'autres modalités d'alternance sur des contrats de professionnalisation qui sont d'autres modalités de contrat, mais qui permettent de pouvoir avoir accès à une formation en même temps qu'on a finalement une activité salariée rémunérée. Alors je Sophie. complète juste pour l'enseignement agricole. Dans l'enseignement agricole, il y a un dispositif particulier au sein des maisons familiales et rurales, et également au sein du réseau de l'UNREP. C'est l'enseignement scolaire en rythme approprié. Donc on a un statut, on est scolaire, mais sur un rythme de l'alternance. Et là, effectivement, c'est différent de l'apprentissage, où on a un statut de salarié. Et là, on a un statut d'élève scolaire sur ce réseau d'établissements. On a une question au téléphone. Ah pardon, d'abord Damien qui termine sur celle-ci. Juste pour être le plus complet possible. Quand on parle de contrat d'alternance, c'est un contrat de travail. D'accord ? Ça veut dire qu'on lie sa formation aussi au fait d'avoir un employeur, qu'il soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et quand on parle d'alternance, ça veut dire qu'on a un temps où on est dans l'entreprise et donc on fait son travail et on apprend un certain nombre de choses, et on est dans un centre de formation, CFA pour les apprentis ou autres, comme dans les contrats de professionnalisation, et on alterne temps pédagogique et temps de travail, mais on est sous contrat de travail. Alors, on poursuit avec une autre question de Thibaut. Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, mais j'aimerais juste gagner beaucoup d'argent. Quelle est la meilleure solution pour moi? Ah, comme vous dites, Philippe. Quel est le cursus finalement? Est-ce qu'il y a un cursus idéal pour tout ça? Alors, je vais me lancer et puis après je laisserai la parole à d'autres. Bon, si la question c'est gagner beaucoup d'argent, c'est déjà le premier point. Qu'est-ce que ça signifie gagner beaucoup d'argent? Qu'est-ce que c'est beaucoup d'argent? Bon, premier point. Deuxième point, imaginez qu'on puisse gagner beaucoup d'argent sans ne rien faire, ça me paraît difficile. Et puis après, là, c'est effectivement quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'éducation nationale, dire que le niveau d'études et le niveau de rémunération a un lien direct. Donc on peut imaginer gagner beaucoup d'argent sans faire d'études, mais c'est une minorité. Si on veut gagner beaucoup d'argent, malgré tout,
Il y a un lien direct. Pour la grande majorité des cas, c'est d'abord faire des études. Mais c'est pas faire des études pour faire des études, c'est d'abord faire des études parce qu'on a envie de faire quelque chose. Donc, je ne suis pas sûr que ce jeune homme ou cette jeune fille ait seulement envie d'avoir beaucoup d'argent. Parce qu'une fois qu'on a beaucoup d'argent, si on n'a pas d'envie et si on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, on n'ira pas très très loin. Donc, je dirais à la question un peu piège, est-ce qu'il faut faire des études pour gagner beaucoup d'argent? Je dirais malgré tout oui, mais il faut d'abord faire des études parce qu'on a envie de faire quelque chose de sa vie. Nous avons quelqu'un au téléphone. Oui, Joanne au téléphone. Bonsoir Joanne. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Je vis avec des étudiants en ingénierie. Et il faut dire qu'avec le Covid et tout, ils se sont beaucoup mis en question sur leur orientation. Et aujourd'hui, ils se posent la question de se réorienter, mais sans refaire des études. Donc, on voudrait savoir les possibilités qu'ils avaient pour se réorienter. Sébastien va vous répondre. Après, sur cette question-là, se réorienter sans repartir sur les études, je pense que voilà, l'idée peut-être c'est de voir dans l'école déjà ou éventuellement au sein de l'université de proximité avec les services universitaires d'information et d'orientation, voir ce qui est possible en termes de formation de proximité. Étant entendu que s'ils sont là sur une école en ingénierie, on peut supposer qu'ils auront la possibilité d'obtenir des équivalences en fonction des années qu'ils ont fait dans leur parcours pour pouvoir repartir sur des formations universitaires, par exemple, sur des champs connexes. Donc ça peut être éventuellement des possibilités. Après, la question de la réorientation, c'est de voir s'ils ont des envies de réorientation immédiate en changeant radicalement de parcours, ou si finalement c'est l'idée de se réorienter, ou en tout cas de changer d'école et de partir sur une formation un peu plus connexe. Est-ce que vous pouvez avoir ou est-ce que vous avez des précisions peut-être sur ce projet de réorientation? Il y en a un, par exemple, qui pensait au milieu du cinéma. Alors, il ne sait pas quoi encore, mais il sait que c'est un milieu qui l'intéresse. Alors, c'est pareil, cinéma, il faut arriver à préciser un petit peu les choses. Autant on peut faire le choix de l'audiovisuel dans son ensemble, y compris le cinéma. Et donc, là, il y a des BTS audiovisuels qui existent. Et d'ailleurs, on a fait un live des métiers spécifiques là-dessus, où on a fait 1 heure, où on a vu toutes les options. Donc, je vous invite à aller sur le site jeune.nouvelle-aquitaine.fr, où vous avez ce live des métiers sur les métiers de l'audiovisuel qui existent, quand on est plutôt dans le domaine technique. Et après, je ne sais pas s'ils veulent être comédiens, il y a des choses qui existent aussi dans les conservatoires. Voilà, donc il faudrait arriver à avoir plus de précision par rapport à ça. Mais en tous les cas, dans la reconversion, si leur choix est vraiment parce que ça leur plaît ou ça lui plaît de faire cette orientation-là, on a vu pendant ces 3 jours beaucoup de jeunes qui ont fait des choix de cheminement, où beaucoup, ils étaient d'abord dans faire plaisir un petit peu à leurs parents et ils n'osaient pas exprimer les choses. Et s'il arrive ce moment-là où ils veulent faire ce choix-là, nous, ce qu'on peut les inviter à faire, c'est vraiment de prendre ce parti-là et de se renseigner et d'y aller à fond. Après, je reviens sur l'idée d'accompagnement, mais sur effectivement des projets qui peuvent se dégager comme ça, que ce soit sur l'audiovisuel ou sur d'autres, la question à se poser derrière, c'est de voir si les compétences qui ont été acquises dans le parcours de formation peuvent être remobilisées ou peuvent être utilisées pour bénéficier de passerelles ou d'aménagement de parcours sur un certain nombre de formations en réorientation. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'aspect accompagnement me semble important, justement pour réfléchir au projet, pour arriver à le définir un peu plus précisément et pour voir si la formation que vous avez, ou en tout cas qui a été engagée, peut être un point d'appui pour la suite. Voilà, Joanne, ça répond à vos questions? Super, oui. Très bien, mais bonne soirée Joanne. Merci à vous aussi. Merci. Allez, on continue avec Martial. Je suis élève en 4e et mes parents ne sont pas dans l'agriculture, mais j'aimerais reprendre une exploitation agricole après mes études. N'ayant pas beaucoup de moyens financiers, je me demande si c'est possible. Sophie. Bon, c'est un beau projet, Martial. C'est tout à fait possible parce qu'il y a des tas de façons d'être agriculteur.
Et puis les productions sont excessivement variées, donc qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce que c'est les plantes aromatiques et médicinales? Est-ce que c'est l'élevage? Est-ce que c'est l'aquaculture? C'est très vaste. Et il y a plein de façons de rentrer dans le monde agricole. L'idéal, c'est que Martial, après la 4e et la 3e, puisse se rapprocher d'un établissement agricole et peut-être commencer par un baccalauréat dans ce domaine-là, un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie du vivant, ou un bac professionnel, pourquoi pas un bac général biologie écologie, enfin suivant son profil, donc un baccalauréat dans un établissement agricole de Nouvelle-Aquitaine, et puis il va travailler son projet et voir que les possibilités sont nombreuses. 14% de nos élèves sont fils d'agriculteurs ou filles d'agriculteurs, donc 86% ne le sont pas. Donc bienvenue. Rodrigue, une nouvelle question de Rodrigue. Lors de mes recherches sur les métiers, je tombe souvent sur les mêmes professions connues ou médiatisées. Comment trouver des informations fiables sur les métiers émergents ou plus confidentiels? C'est pas un piège, hein, allez-y. Non. Je vais profiter du lieu dans lequel nous sommes. Il y a dans chaque région ce qu'on appelle des cariforef, qui est un nom un peu barbare, mais leur métier, c'est d'essayer de décrire les métiers actuels, les tendances des métiers actuels et surtout les futurs métiers. Donc on est ici dans un lieu qui est emblématique, qui s'appelle Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est le nom du lieu de la région Nouvelle-Aquitaine, dans lequel il y a des études, et j'invite vraiment la personne à aller voir à l'intérieur. Il y a la prospective, il y a des éléments d'information sur ce que seront les futurs métiers, même si on le sait tous, dans les parcours que nous avons vivre, les parcours professionnels, il y a la formation initiale, il y a les premiers métiers, il y a l'évolution dans les métiers, et donc se dire est-ce que c'est vers là où il faut aller, ou au contraire est-ce que c'est dans tel domaine où il ne faut plus aller. Je pense que la crise du Covid nous montre que ce qui était vrai avant l'est beaucoup moins. Tous ceux qui sont allés dans le domaine de l'aéronautique pendant des années et des années ont cru que c'était le domaine où il fallait absolument aller. On voit bien que dans la période actuelle, c'est toujours un domaine où il faut probablement aller, mais c'est plus de la même manière. Donc il existe des lieux, je cite Cap Métiers, il y en a d'autres, je pense que Sébastien va en citer un certain nombre, mais sur ces questions de métier et du devenir des grandes orientations, des sites comme Cap Métiers sont probablement ceux où on a le plus d'informations. Oui, donc après, un autre site national peut-être, qui est le site de l'ONICEP, qui référence un certain nombre de métiers, avec des informations à la fois sur les métiers, sur les formations, des vidéos sur témoignages de professionnels, et puis un certain nombre de ressources documentaires aussi qui sont disponibles à la fois sur les centres d'information et d'orientation, disponibles également dans les établissements scolaires, avec la possibilité de consulter des documents type parcours sur des champs particuliers qui définissent les métiers existants, les métiers éventuellement à venir. Voilà, donc un panel de ressources documentaires assez riche, consultable en établissement, en CIO, en ligne, pour pouvoir avoir des informations sur un ensemble de métiers, et pas nécessairement les métiers les plus connus, ou pas nécessairement les métiers les plus qu'on peut retrouver comme ça de manière systématique. Puis on en parlait hier pendant le débat sur le numérique, il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore aussi. Donc il y a pour l'instant forcément aucune définition de ces métiers-là. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Damien. Oui, évidemment, c'est des paramètres à prendre en compte. Alors, on a parlé de choses qui sont institutionnelles, dans lesquelles il y a une vraie information. Il y en a d'autres aussi qui sont aussi professionnelles, mais qu'on a vu par exemple ce matin avec Camille et Miguel. Maintenant, j'aime le lundi. C'est aussi à travers leur chaîne YouTube des moyens de connaître les métiers avec des vidéos de 8, 10, 12 minutes où ils s'immergent directement dans les métiers avec un angle qui est un angle un peu particulier. Voilà. Mais c'est aussi des moyens de connaître un petit peu l'intimité des métiers avec des angles différents apportés par les uns et par les autres. Et donc, c'est aussi un moyen possible et disponible. Question de Fanny. Après cette période de crise sanitaire, je me demande quelle sera l'évolution des métiers de la santé et comment m'orienter au mieux dans cette branche. Pouvez-vous m'éclairer ? Je veux bien me lancer dans l'affaire.
Alors déjà, les métiers de la santé, de manière assez naturelle, au regard de la population que nous sommes en France, ce sont des métiers qui sont des métiers d'avenir, du présent et de l'avenir. La population est une population qui, de toute façon, avance dans l'âge aussi. Et donc, on a vraiment besoin de tout un tas de professions autour de tout ça. Donc, ça va du paramédical au médical, de l'aide-soignant à l'aide à domicile. Il y a vraiment un panel extrêmement large. La deuxième chose que je pourrais lui indiquer, et peut-être qu'on pourra du coup la contacter directement, c'est qu'il existe un schéma régional au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine sur les métiers paramédicaux et en travail social, qui sont des schémas permettant de la projection des professions dans les années futures, en termes de besoins de main-d'œuvre et en termes de formation. Et donc, c'est un vrai document qui permet de donner un petit peu une photographie à l'instant T de ce que vont être ces différents métiers d'ici une dizaine d'années. Et donc, ça peut peut-être lui donner quelques idées de choix pour le futur. Continue. Question suivante de Théo. Je suis actuellement en seconde générale et fan de l'émission Top Chef. J'aimerais savoir quels sont les cursus dans l'univers de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, Sébastien. Sur l'hôtellerie et la restauration, si on est au niveau du lycée, on a 2 voies d'accès à l'hôtellerie et à la restauration. D'un côté, après une seconde générale technologique, la possibilité d'aller sur une première métier de l'hôtellerie et de la restauration, suivie d'une classe de terminale, avec généralement la possibilité derrière d'aller sur des formations de type BTS, avec sur le BTS, des BTS sur justement les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, métiers de l'hébergement. Voilà, donc ça peut être une possibilité d'accès à ces métiers-là. De la même manière, il y a aussi la possibilité d'avoir accès aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration sur la voie professionnelle, avec des bacs pro, bac professionnel sur les métiers de la cuisine, bac professionnel métier de la restauration. Je sens qu'à partir d'une classe de seconde, ça peut être aussi l'idée de passer par une classe passerelle, avec la possibilité de passer sur une première ou cuisine ou une première restauration. Donc ça peut être 2 voies d'accès possibles. Ceci étant, s'il est en classe de seconde générale technologique, et en fonction de son souhait, en fonction de ses envies, ça peut être la classe de première techno ou éventuellement la classe de première professionnelle au choix. Damien. Alors, je compléterai aussi les opportunités pour cette personne en lui disant que la voie de l'apprentissage est aussi une voie qui permet d'accéder à l'ensemble de ces diplômes-là. Il y a des diplômes aussi particuliers qui sont mis en place, notamment dans les chambres de métiers et de l'artisanat, notamment des brevets, des BP, des BM dans ces métiers-là, qui permettent d'aller dans la cuisine, l'hôtellerie, la restauration, la pâtisserie, etc. Donc, je l'invite à aller aussi vers ces réseaux-là de chambres de métiers et de l'artisanat, de telle manière à se renseigner. Et puis, s'il a l'occasion de venir aussi au-delà de Top Chef sur les Olympiades des métiers, il verra la cuisine en réel, la pâtisserie en réel, la chocolaterie en réel, et puis l'élevage au vin, puis d'autres choses. Et donc, il aura l'opportunité de voir tout ça. C'était pas dans la question, mais il pourrait effectivement... J'allais aussi dire, Top Chef, c'est très bien, mais il faut peut-être aller voir tôt le matin ou tard le soir la réalité, et c'est pas tout à fait Top Chef. Donc, effectivement, il y a des émissions qui sont de qualité, mais en l'occurrence, un métier, c'est pas une émission de télé. Donc, quand il faut être tôt le matin pour faire de la pâtisserie ou de la boulangerie, il faut d'abord tester, il faut d'abord aller voir. Alors, Damien disait dans les Olympiades et les manifestations, mais je crois que si ce jeune a vraiment envie de se lancer, puisqu'il est en seconde générale, qu'il aille passer 1 semaine ou 2 semaines de vacances En restauration. Dans un restaurant. En ce moment, ils sont fermés. Une boulangerie, par exemple. Oui. Oui, il y a la réalité des métiers exercés. Puis juste une chose aussi, d'un point de vue de l'information, pour essayer de la compléter. Quand on voit les métiers de la cuisine pratiqués sur Top Chef, on est sur la haute gastronomie. La réalité des métiers exercés n'est pas que de la haute gastronomie. Et très sincèrement, il y a de très belles opportunités aussi qui existent dans la restauration collective. Alors Philippe Mittet aurait pu l'évoquer. On a dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine 300 cantines à peu près qui sont présentes. Et donc à l'intérieur de laquelle il y a effectivement des métiers qui y sont pratiqués, qui sont plus de restauration collective, mais on peut faire de très belles choses et de très bonnes choses et avoir de belles carrières aussi dans ce domaine-là. Et donc
ne mettons pas de côté ces opportunités-là quand on veut vraiment pratiquer aussi la cuisine. Après, l'idéal, ça serait peut-être de faire de la haute gastronomie dans les cantines aussi. Parce Bonne idée. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a parfois un petit problème avec des cantines où les jeunes disent ouais, c'est pas terrible. Ça évolue, hein, mais moi, c'est ce que j'ai pu Du entendre. moins d'autres types de menus aussi, évolutifs. Bon, là, je veux bien répondre. Allez-y. Une collectivité comme la région Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 25 millions de repas par an. Et donc, dans ces 25 millions de repas, on s'est engagé depuis le début de la mandature à faire de la formation avec tous les chefs de cuisine pour travailler sur cette dimension. Et travailler sur cette dimension, ça veut dire que, on travaille sur la qualité des produits. Et la qualité des produits, c'est passé par des circuits courts, c'est passé par des normes avec les normes bio ou des normes approchant. Donc on a cet engagement qui a été fait. On a fait des formations et tous les chefs de cuisine y sont passés. Et puis on a soutenu très largement une association qui s'appelle l'ASENAC, qui est l'association des chefs de cuisine et de restauration et des gestionnaires, qui a mis en place des procédures qui permet de savoir à l'avance la qualité des produits dans la commande publique. Alors c'est un peu technique, mais ça signifie que une collectivité comme la nôtre, et c'est pas parce que c'est la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y a beaucoup de collectivités qui sont dans cette démarche, et de se dire, la variété des produits, la qualité de la préparation, et la qualité sanitaire de ce qu'on met dans l'assiette des jeunes. Et je crois que c'est d'une certaine manière nous rendre service en mangeant bien, mais c'est aussi rendre service globalement, parce que le gaspillage alimentaire est un fléau. Vous voyez, quand on est sur 25 millions de repas, chaque gramme jeté est compliqué à gérer. Donc, je vous invite vraiment à venir déjeuner dans un restaurant scolaire, et ils sont ouverts, ils sont toujours restés ouverts. Je crois que là aussi, je vais prendre ma casquette là de responsable, il faut saluer les chefs de cuisine, tous les personnels de cuisine, tous les personnels qui sont en permanence depuis le début de cette crise, qui travaillent et qui font que j'ai déjeuné ce midi dans un restaurant scolaire quelque part, quand on sort de table, on se dit qu'il y a des gens de grande qualité qui font vraiment une très belle production, et si vous avez de mauvais souvenirs, vous revenez donc avec nous, vous verrez. Et revenez donc avec nous à n'importe quel moment. On ne vous fera pas un repas spécifique. Vous venez avec nous et vous verrez que ça a très nettement progressé. Moi, je crois qu'il faut qu'on salue et qu'on sorte de cette image un peu détestable de dire on mange mal dans les restaurants scolaires. Je trouve qu'on y mange bien et que les gens ils font un travail de très très grande qualité. C'est dit. Et le rendez-vous sera pris par surprise du coup. Tu oui. iras manger. Oui, je vais faire une note après sur tous les lycées. J'ai une affection particulière pour les brocolis. Traumatisme de l'enfance, c'est pour ça peut-être que... S'ils me les font aimer, je dis pas. Continuons, pardon. Nouvelle question, sinon, entre-temps, Iris nous a écrit « J'aimerais devenir pilote et je ne sais pas quelles études ou enseignements de spécialité choisir. Pouvez-vous m'aiguiller ?» Pilote d'avion, j'imagine. Hein. Oui. Alors, Sébastien. Pilote d'avion, à ma connaissance, il y a l'École nationale d'aviation civile qui est à Toulouse, avec un concours d'accès. En sachant que sur les parcours d'études qui permettent d'y arriver, on doit être généralement sur des parcours qui sont plutôt parcours scientifiques, sur ces formations-là, avec des enseignements de spécialité qu'on pourrait lui conseiller plutôt sur la dimension maths, physique, chimie, de manière préférentielle. Avec de mémoire sur ces concours d'entrée à l'École nationale d'aviation civile, un concours qui peut passer par une classe préparatoire, par exemple, type maths, physique, chimie, NPSI, et, me semble-t-il, un concours qui est fin de première année. Voilà, donc ça peut être un premier moyen d'avoir accès éventuellement à l'École nationale d'aviation civile. Je sais qu'il y a par ailleurs aussi d'autres modalités d'accès, notamment sur... la dimension pilotage amateur, avec un certain nombre d'heures de vol et la possibilité aussi d'accéder à des diplômes de pilotage. Ceci étant, en allant déjà sur le site de l'École nationale d'aviation civile, il y a un certain nombre d'informations sur les modalités de recrutement, les différentes voies de recrutement, des informations également sur les modalités de concours, les contenus d'épreuves. Donc peut-être aller sur ce site-là et récupérer un certain nombre d'informations.
Si je peux compléter. Allez-y, Sophie. On trouve des secondes générales qui intègrent le BIA, la préparation du brevet théorique aéronautique, aussi bien dans les établissements agricoles que dans les établissements de l'éducation nationale. Donc ça peut être intéressant, ce jeune, qu'il passe aussi par ces lycées où on trouve cette option. Il aura le brevet théorique plus 1 heure de pilotage. D'accord. Merci pour ces Après, précisions. pour compléter, alors à vérifier, mais autant se tourner directement vers eux. On les voit beaucoup sur les salons aussi et les forums. Ne pas oublier l'armée. Je pense qu'il y a aussi un accès qui est disponible avec des formations qui existent au niveau de l'armée de l'air à vérifier. Alors ça ne sera pas pilote de ligne, bien entendu, mais pilote d'avion, oui, avec des particularités suivant si on est pilote de chasse ou pas, etc. En tous les cas, n'oublions pas peut-être cette opportunité-là qui est offerte aussi à nos jeunes. Question de Grégoire. Sophie, vous vouliez Pardon, rajouter quelque chose? Juste lui conseiller de se rapprocher aussi de son club aéronautique le plus proche de chez lui, que ce soit en matière d'ULM ou d'aviation amateur, donc qui les conseilleront utilement également. Merci. La question de Grégoire, donc je manque de confiance et je suis très stressé par les épreuves orales qui se profilent. Existe-t-il des accompagnements à la gestion du stress pour les étudiants? On en a un petit peu parlé là depuis 2 jours, mais je pense qu'il va falloir répondre un peu plus précisément. Bon, déjà, pas s'assommer de cacher. Déjà, ça, c'est niette. Oui, alors, je n'aurais pas forcément d'indications précises ou de personnes à lui indiquer, si ce n'est les quelques petites choses qu'on a entendues pendant ces 3 jours. La première chose, c'est d'une part se faire confiance. C'est voilà, quelque chose d'important. La deuxième chose, on a vu que le cheminement, en fait, était quelque chose une réalité, en fait, et que l'ensemble de tout ce qui va se passer pour la personne ou pour les personnes sont en fait des étapes, et ces étapes, quelles que soient les réussites ou pas, sont des choses qui permettent d'avancer. Et très souvent, en tous les cas, c'est les conseils qui ont été donnés. Il faut vraiment considérer ça sans se poser la question d'un éventuel échec. Les échecs sont vraiment des choses qui permettent de construire aussi la suite, etc. Et donc, vraiment se faire confiance par rapport à ça. Et il y a toujours, de toute façon, quelle que soit la situation et quel que soit le résultat obtenu, le moyen de pouvoir trouver une autre manière d'atteindre l'objectif. Et donc, si on peut rassurer peut-être ce jeune homme, c'est ça. Dédramatiser. Absolument. Pour la pression. Absolument. Parce que quand le stress arrive, voilà, il faut pouvoir l'évacuer. Philippe? La question, c'était qui peut m'aider? Oui. Bon, alors, le qui peut m'aider, c'est peut-être tout simple. Moi, j'ai tendance à développer souvent, je parle d'un ami critique. Il faut trouver le bon ami, celui avec lequel on s'entend bien, celui avec lequel on a l'habitude et on a la quasi-certitude que ce qu'il va nous dire ou ce qu'il va faire sera pour nous aider. On le fait avec lui, on prépare, on fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il va apporter à sa manière la petite touche qui va faire qu'au final, on sera plus à l'aise. Et puis sur ce type d'exercice, et on le voit ce soir, on est plus ou moins à l'aise devant une caméra, avec un micro. La première fois, c'est moins bien. Et plus on fait, plus c'est facile. Et à un moment donné, on se dit, on est à peu près comme on souhaiterait être. Ça s'apprend. Et quand on est jeune, c'est les premières fois. Et si on veut éviter que la première fois soit celle qui est pendant l'épreuve, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est préparer avant, se faire. Et comme je l'ai dit, trouver les bonnes personnes, ceux pour lesquels les critiques ne seront pas des critiques blessantes, mais des critiques qui aident à grandir et qui aident à mieux faire. Tu vois, moi je suis l'ami critique, c'est bien, continue. Merci Denis, heureusement que tu es là, justement. Vas-y. Gladys qui nous pose une nouvelle question. Je souhaite m'orienter vers l'agriculture, mais uniquement dans la filière bio. Comment être certaine que je pourrai cultiver en respectant l'environnement ? Alors, elle peut en être certaine si elle se rapproche d'un établissement scolaire agricole. Première chose, l'ensemble des référentiels de formation abordent les 2 voies de production, la production conventionnelle et la production biologique. La deuxième chose, dans les lycées agricoles publics, sont adossées des exploitations agricoles financées par le Conseil régional dans leur fonctionnement, qui sont toutes engagées dans des processus de conversion en agriculture biologique. Donc des supports à leur disposition.
Et troisième chose, nous mettons en place progressivement une reconnaissance en agriculteur biologique d'un certain nombre de formations. Donc, il se renseigne, il va pouvoir aussi aller vers des formations qui ont également ce label. Merci Sophie. Nouvelle question de Sacha. Étant malvoyant, j'aimerais connaître les filières universitaires qui ont adapté leur pédagogie à ce handicap. Je vous remercie. Le handicap. Sébastien. Alors, sur la question du handicap et des filières universitaires, alors déjà, il n'y a pas nécessairement de filière plus ou moins adaptée. Il y a des services à l'université, qu'on appelle des services phases ou des services en tout cas d'accompagnement des personnes en situation de handicap, avec justement la possibilité d'avoir des aménagements dans la scolarité qui permettent de pallier le handicap et de pouvoir assurer la poursuite d'études dans les meilleures conditions. Donc par rapport à un projet d'études qui peut être exprimé, se rapprocher du service d'accompagnement de l'établissement, étant entendu que si on est dans une situation, par exemple, d'accès à l'enseignement supérieur pour cette année, dans le cadre de la procédure Parcoursup, sur tous les établissements qui sont référencés, il y a les coordonnées du contact responsable handicap de l'établissement, avec lequel il y a moyen justement d'avoir cet échange et de pouvoir s'assurer que les enseignements qui sont dispensés par l'université ou par l'établissement d'enseignement supérieur de manière générale pourra répondre au handicap qui est... On prolonge la question, mais toutes les filières sont accessibles aujourd'hui ou il reste encore des zones blanches un peu plus compliquées? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, hein, tout en sachant que dans l'absolu, tout est disponible. Ceci étant, après, il faut voir effectivement avec l'établissement, au regard du handicap et au regard des dispositifs pédagogiques possibles à adapter, au regard peut-être des contraintes aussi en termes de formation ou en termes de plateau technique sur les métiers par exemple techniques, si tout est possible et envisageable. L'idée justement du contact avec le référent handicap de l'établissement, c'est de pouvoir s'assurer que le projet du jeune peut être mené à bien, peut être accompagné et peut amener à la réussite de la formation. Damien ? Alors, moi, je compléterai un petit peu tout ça pour, au-delà de l'université, sur les métiers. Il y a des structures qui permettent aussi d'accompagner les personnes dans la formation et dans l'insertion lorsqu'on est une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, que ce soit à travers la GFIP, les Cap Emploi. Il y a vraiment des structures qui sont là pour ça. Et la deuxième chose, je profite qu'on soit ici à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine pour simplement dire que l'association Abilympics France est hébergée ici, que c'est les Olympiades des métiers pour les personnes en situation de handicap, qu'à la différence des Olympiades, il n'y a pas de condition d'âge. Et donc, pour toutes les personnes qui souhaitent participer à un concours, quel que soit le métier qu'ils pratiquent, c'est possible de le faire. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine, on est une des premières régions, ou quasiment la seule, à faire totalement de l'inclusion, telle que la loi l'indique. C'est-à-dire qu'ils font exactement la même nature de concours quand on est sur le parc des expos. Que l'on soit personne en situation de handicap ou pas, ils font la même chose. À la différence près, c'est qu'il y a parfois des adaptations de postes qui est lié au handicap, où on monte la table, où on a des lumières qui s'allument lorsqu'on n'entend pas, ce type de choses-là. Mais ils font exactement la même chose. Autre question de Justine. Je suis en première. Le secteur automobile m'intéresse et j'ai donc choisi les enseignements de spécialité maths, numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur. Lequel de ces enseignements dois-je abandonner en terminale? Ça, c'est très précis. Ça sent la question piège, ça. Parce que moi, j'ai la réponse. Hein. Allez-y. Il n'y a pas de question piège, en fait. En sachant que, après, sur les enseignements de spécialité à conserver ou à abandonner, je pense qu'il y a deux possibilités. Effectivement, soit être sur la logique de regarder la formation qui intéresse en face et de voir les enseignements qui seront proposés et de conserver les enseignements de spécialité qui vont répondre finalement à la poursuite d'études derrière. Ça peut être une possibilité. Étant entendu là aussi que maintenant les formations indiquent les enseignements de spécialité qu'il vaut mieux peut-être conserver. Ceci étant, ce n'est pas parce qu'il vaut mieux les conserver qu'on ne peut pas
en prendre d'autres et poursuivre la formation quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de rédhibitoire sur les choix qu'on peut faire. Par contre, effectivement, il y a des enseignements qui sont préférables à conserver. Tout en sachant que sur le secteur de l'automobile, il y a différentes voies d'accès, à la fois sur des formations d'ingénieurs, sur des formations universitaires, sur le secteur du génie mécanique. Donc différentes voies d'accès possibles. Et j'ai envie de dire, quel que soit l'enseignement spécialité qu'elle abandonnera, elle aura de toute façon la possibilité d'accéder vraisemblablement à la formation qui va l'intéresser. Oui, on évoquait aussi pendant ces 3 jours la stratégie. Est-ce que là, ça fait partie d'une stratégie en fait, ou pas? Enfin, si on entend bien ce que nous ont donné, ce qu'on donnait comme conseil, c'est d'abord la réussite qui compte et donc faire ce qui plaît et dans lequel on se sent bien. Je crois que c'est vraiment ce qui doit être passé comme message auprès des jeunes et des parents. C'est vraiment faites ce choix-là de la réussite dans lequel vous vous sentez bien. Et de toute façon, ça ouvrira des portes puisqu'on a dit qu'après le bac, quels que soient les enseignements de spécialité, pour la grande majorité, ça n'avait pas trop d'importance sur le choix qu'il y avait à faire ensuite sur Parcoursup et les sélections qu'il pouvait y avoir. Donc vraiment, qu'elle se fasse confiance et surtout qu'elle fasse le choix qui est pour elle le meilleur, dans lequel elle se sent bien et elle a les meilleurs résultats. Une nouvelle question de Thierry. Mon fils veut faire l'École nationale supérieure d'art et j'ai peur qu'il y ait peu de débouchés. Il montre beaucoup de passion pour ce secteur, mais il est très jeune. Qu'en pensez-vous? Fais ce qui te plaît. Fais ce qui te plaît, pousse tes rêves au maximum. Franchement, on entend beaucoup de personnes qui disent qu'il y a peu d'emplois là-dedans. Oui, il y a peu d'emplois parfois dans ce type de métier comme dans d'autres. N'en demeure pas moins que quand on a vraiment envie de faire ça, moi, on rencontre des jeunes qui sont venus me voir pour me dire « je voudrais être luthier », comme si ça se... Voilà. Eh bien, ils sont luthiers. On a vu des plumières, on a vu des métiers comme ça, dans la porcelaine aussi, où on voit par exemple des métiers d'art, où il y a aussi, évidemment, ce sont des niches d'emploi, mais dans lequel le savoir-faire français est absolu, et pour lequel il y a vraiment des chemins. Et quand la personne a vraiment envie de faire ça, de toute façon, elle trouve du boulot et elle gagne correctement sa vie. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette question, c'est ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire un peu la crainte des parents, voilà, l'inquiétude du saut vers l'inconnu, quoi. Les débouchés. Oui, je veux bien apporter plus qu'une analyse, une expérience, mais donner peut-être 2 éléments de ce qui conduit à ce que les jeunes puissent choisir. Alors, monsieur, puisque c'est un monsieur là, monsieur, vous faites partie, voilà, c'est ça, vous faites partie de ses parents et il faut avoir à l'esprit que pour un jeune, l'avis des parents, c'est un élément déterminant dans le choix d'études. Et donc, ce que vous allez lui dire va conditionner pour une part la manière dont il va rentrer dans les études. Donc je rejoindrai vraiment ce que vient de dire Damien. Il y a des études qui sont difficiles, il y a des études qui sont plus compliquées, où les débouchés sont plus restreints. Mais je vous donnerai, de mon point de vue, faites faire des stages, accompagnez votre enfant vers la connaissance réelle de ce qu'il pourra faire. Et donc, si il a déjà eu l'occasion de rencontrer l'exemple qui est pris, un luthier, peut-être que c'est vraiment sa voie. Mais là, il faut vraiment qu'il puisse vraiment le faire. Et on était avec Damien il y a quelques semaines chez un jeune qui nous disait, moi, mon grand-père adorait la mécanique. J'ai fait une formation dans la mécanique et c'est le contact avec mon grand-père qui m'a conduit, à faire une formation, à prolonger mes études et à trouver un travail. Donc je crois que le sujet que vous abordez, c'est comment on peut accompagner son enfant, notamment quand les choix qu'il fait initialement ne sont pas les choix les plus faciles ou les plus simples. Il faut bien s'assurer que ce qu'il veut faire sera nécessairement pour lui une vraie volonté, une vraie envie. Puis après, se dire que, et là, toutes les études le montrent, ce qui est important dans un parcours de formation, c'est plutôt le fait que ce parcours intéresse les jeunes. Les difficultés, les échecs, les réorientations, tout ça, ça fait partie du parcours de formation. Par contre, une formation dans laquelle le jeune ne se sent vraiment pas à l'aise, c'est probablement pour lui une grande difficulté, voire une souffrance, et c'est aussi probablement un décrochage qui peut être important. Donc dans la question que vous soulevez, c'est est-ce qu'il faut mieux se poser la question avec lui de
est-ce que tu es vraiment sûr que c'est cette formation-là qui t'intéresse, en ayant toutes les composantes, et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre que les formations dans ce domaine ne sont pas des formations avec des grands débouchés, mais comme l'a dit Damien, travailler dans un secteur où il y a peu d'emplois, mais où la qualification génère et crée l'insertion, c'est peut-être une bonne réponse. Et puis ensuite, s'il y a une difficulté dans la formation, il est jeune, il aura l'occasion de se réorienter. Il faut mieux se réorienter en se disant que c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement, qu'on a choisi et qui ne correspond pas à ce qu'on voulait faire, et on va avoir une deuxième formation plutôt que d'échouer, de se dire je décroche et j'abandonne totalement mes études. Alors un secteur où je pense il y a des emplois, c'est la carrosserie, puisque Julie nous demande: ma fille s'oriente vers le métier de carrossière peintre, comment doit-elle s'y prendre pour démarcher les entreprises pour son apprentissage? Est-ce qu'il faut qu'elle aille directement déposer les CV dans les entreprises ou bien les envoyer? On se déplace ou qu'est-ce qu'on fait? Damien? Alors, je lui apporterai plusieurs réponses. Évidemment que d'aller voir les carrossiers et de leur envoyer et puis d'aller directement, c'est une bonne manière de faire, parce que souvent, en plus, il y a un peu dans la même veine ce qu'on a dit précédemment sur 2-3 questions, il y a les deux possibilités, la voie scolaire et la voie de l'apprentissage, qui s'offrent aux personnes par rapport à la carrosserie. La deuxième chose, je l'invite surtout en tant que femme à poursuivre dans ces métiers-là, parce qu'ils recrutent vraiment énormément de femmes à l'intérieur de ces métiers-là, donc surtout qu'elle y aille. Deux informations complémentaires, peut-être se renseigner à travers ce qu'on appelle des OPCO, là pour le coup l'OPCO Mobilité et l'ANFA. Donc il faut aller voir sur leur site internet, parce qu'ils ont aussi des offres d'emploi qui existent et les offres de formation pour elles. Et dans la même veine que précédemment, aller vers les chambres de métiers et de l'artisanat, pour lesquels ces métiers-là de la carrosserie et de la peinture, qui sont d'ailleurs deux métiers complémentaires, qui ont des formations différenciées entre l'un et l'autre, peuvent se faire. Et puis je finirai toujours avec la même information aussi. Si vous voulez venir voir les Olympiades des métiers en carrosserie et en peinture, vous avez ces deux métiers et des vrais professionnels qui seront capables, bien mieux que je ne le ferai, de leur apporter toutes les infos. Et c'est très spectaculaire, hein, les épreuves en général de carrosserie. C'est vrai. Alors, la carrosserie, c'est très spectaculaire et c'est assez bruyant, effectivement. Et la peinture, c'est évidemment le côté visible et créatif. Voilà. Mais en tous les cas, ce sont deux métiers, et très souvent, les jeunes ou les personnes qui embrassent cette profession ont cette double qualification, parce qu'effectivement, dans les garages, il y a cette double qualification est souvent attendue, est un plus. Profession qui se féminise. De plus en plus. Oui. Oui, alors je vais saluer, je vais en profiter. On avait eu à l'époque une jeune fille qui était du Lot-et-Garonne à Agen, qui a été Sophie Munch, qui a été championne de France de carrosserie et de peinture à l'époque sur les Olympiades des métiers, et qui est partie concourir à Leipzig en 2013. Et effectivement, ce sont des métiers qui se féminisent. Et puis j'ai envie de dire, c'est d'ailleurs un des messages qu'on a passé hier pendant toute la journée. Il n'y a pas de métier sexué. Enfin, aujourd'hui, l'ensemble des professions sont ouvertes à tout le monde, et surtout, si vous avez envie de faire le métier quel qu'il soit, allez-y. Une nouvelle question d'Aline qui nous demande: que pensez-vous du nouveau bac général avec ses nombreux enseignements de spécialité qui ne facilitent pas la tâche des parents, dont les enfants vivent en milieu rural, manque de proximité des établissements? Sébastien. Alors, c'est polémique, hein. C'est clair, là c'est polémique. Avec le soutien de C'est Philippe, presque la fin, et là, hop, on relance avec la polémique. je vois ça, ouais. Alors, que penser du nouveau bac général? Déjà, l'objectif du bac général, c'est véritablement de pouvoir justement proposer aux élèves la construction d'un parcours qui soit le leur, qu'ils puissent définir justement avec ces choix d'enseignement de spécialité, qui leur permettent à la fois de faire des choix d'enseignement qui correspondent à des intérêts particuliers sur des matières disciplinaires, de pouvoir faire des choix aussi sur des enseignements où ils réussissent peut-être le mieux, et puis de pouvoir également approfondir dans ces disciplines, puisqu'on est sur une répartition en classe de première avec 4 heures par enseignement de spécialité, et ces 4 heures deviennent 6 heures en classe de terminale, avec l'objectif d'approfondir dans ces disciplines-là et de pouvoir finalement préparer mieux encore l'accès à l'enseignement supérieur.
Après, sur la question qui était posée sur la problématique des lycées en milieu rural, alors sur la dimension des enseignements de spécialité, dans la majorité des lycées, il y a au moins 7 enseignements de spécialité qui sont proposés. Donc ça ouvre déjà une diversité de choix par rapport à ces choix-là. Et ceci étant, il est aussi possible, de manière dérogatoire, de pouvoir demander à aller dans d'autres lycées pour pouvoir suivre ces enseignements de spécialité. Voilà, ça peut être des possibilités offertes, étant entendu qu'aucun établissement ne propose généralement le panel des, me semble-t-il, 14 spécialités. Mais on a un volume d'établissements qui propose quand même un nombre assez conséquent d'enseignements de spécialité à choisir. Philippe. Oui, alors, je me garderais bien de qualifier la réforme du baccalauréat. Par contre, ce qu'elle met en place, c'est une plus grande diversité. Et je crois que si c'est la volonté vraiment de la région de maintenir sur l'ensemble du territoire des lycées, se posera la question, sous une forme ou sous une autre, comment nous sommes capables d'avoir des enseignements qu'on peut qualifier de rares ou à faible effectif sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on vit aujourd'hui, à travers cette web TV où on est en capacité de parler à beaucoup de monde sur l'ensemble du territoire, montre que échanger, avoir un enseignement, ça n'est plus uniquement d'avoir un professeur et un groupe classe. Et peut-être que la réponse à la question ou l'inquiétude de dire on n'aurait pas ou on n'aura pas un enseignement spécialité ou les 14 dans tous les lycées trouvera une réponse sous une forme différente. On est à ce stade encore sur un modèle où le modèle qui est prévalent dans une formation, c'est un groupe de personnes et un professeur. Peut-être que dans ce que nous vivons actuellement avec des enseignements, avec des élèves à distance et puis des élèves en cours et les professeurs qui font l'enseignement, c'est probablement peut-être quelque chose qu'il faudra développer pour qu'à terme, un jeune qui soit dans un lycée rural, qui ne puisse pas avoir la formation telle qu'il le souhaite, puisse l'avoir sous une autre forme. On développe en partenariat avec l'Éducation nationale des dispositifs qu'on appelle des jumeaux numériques sur des laboratoires dans des lycées où on modélise complètement un espace comme celui-ci. On le scénarise, c'est-à-dire que le jeune peut, à distance, simuler complètement l'ensemble des actions qui sont réalisées pour faire que il n'ait pas besoin de se déplacer systématiquement pour avoir la formation ou l'enseignement. Il le fait à distance et au moment où il est prêt, je pense que c'est un élément essentiel, au moment où il est prêt, il peut se déplacer pour avoir la formation dans le lieu, du moins la formation ou le tester en réel. Je crois que c'est des modèles qu'il faut pouvoir inventer. Imaginez que sur l'ensemble du territoire, on aura dans l'ensemble des établissements toutes les formations, c'est illusoire. À l'inverse, considérer que tous les jeunes, pour pouvoir bénéficier d'une formation rare, vont devoir aller dans le lycée de centre-ville ou de la grande ville, c'est pas non plus une solution, parce que ça signifiera qu'on aura des lycées qui seront avec un nombre d'élèves particulièrement important, et à l'inverse, ça imposera ou ça nécessitera d'avoir une réflexion sur que fait-on des lycées avec des tout petits effectifs. Donc je crois que c'est ce que nous vivons en ce moment, indépendamment de la situation sanitaire, montre que les formes d'éducation, les formes d'enseignement ne seront plus, comme on pouvait l'imaginer, sur un seul modèle, un enseignant, une classe et un contenu dans un même espace. Ça bouge. Loïc, une question de Loïc. Je regarde la Web TV depuis lundi et j'aimerais devenir journaliste présentateur comme vous sur le plateau. Quelles sont les formations qui mènent à ces métiers et quelles sont vos conditions de travail ? La question est pour Denis, donc. Ah non, alors moi je suis pas spécial. Je sais on peut faire bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. Après, le cursus exact, je ne le connais pas. Je sais que pas mal d'IEP aussi proposent ça. On peut par Sciences Po le faire. Après, je laisse les spécialistes. Moi, j'ai vu la lumière, donc je suis rentré. C'est pour ça que je préfère être honnête aussi. C'est clairement ce qui s'est passé, oui, bien sûr. Non, mais voilà, moi j'ai fait l'école. On s'est bien entendu, on s'est dit pourquoi pas. C'est sympa, ça roule. Non, moi j'ai fait l'école de Bordeaux, donc voilà. Mais après, je ne sais pas est-ce qu'il y a vraiment une voie spéciale, filière particulière, quoi. Non, je ne pense pas qu'il y ait de filière particulière. Il y a des écoles, effectivement, spécifiques sur le journalisme. Après, les modalités d'accès dans ces écoles sont diverses et variées. Alors, ça peut être des parcours qui sont organisés, effectivement, dans le cadre des instituts d'études politiques, avec une filière Sciences Po et la possibilité derrière d'avoir accès à ces écoles de journalistes. Ceci étant, voilà, ça peut être des parcours divers et variés. Il y a un certain nombre de personnes qui vont entrer sur les formations en journalisme avec des parcours en histoire ou
il n'y a pas de parcours spécifique de départ. Je pense que on peut être sur des parcours divers et variés et une modalité d'accès dans ces écoles. L'idée, c'est peut-être d'avoir un parcours de départ plutôt généraliste, plutôt axé sur une culture générale de base. Mais ceci étant, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait de parcours véritablement fléché. Mais parfois même sans école. Pour J'ai quelques collègues qui l'ont fait pour l'accès à ces écoles. Ils ont eu de la chance aussi, sans doute le talent aussi, mais il n'y a pas d'école forcément. Et ils se retrouvent avec aussi une carte de presse parce qu'ils peuvent effectivement justifier qu'ils travaillent dans le journalisme. Vous vouliez intervenir? Moi, je veux bien donner une information parce que j'ai déjeuné il n'y a pas très longtemps avec le directeur de l'Institut de journalisme de Bordeaux. Qui connaît bien Denis. Qui connaît bien Denis. Et cette question, on a échangé sur cette question, c'est quelles sont les bonnes études, comment est-ce qu'on peut faire pour faire cette école de journalisme. Alors il nous a dit deux choses. Un, effectivement, il n'y a pas de parcours particulier de formation, il n'y a pas la formation d'évidence. Par contre, il y a une chose qui est essentielle parce que dans le concours et dans ce qui permet de rentrer dans cette école, c'est la connaissance du secteur. Et la connaissance du secteur, et c'était vraiment le conseil qu'il donnait, c'est si vous voulez être journaliste, il n'y a qu'une seule manière, il faut trouver la porte d'un journal pour pouvoir travailler avec eux, les rencontrer et connaître ce milieu. Pas parce que ça sera une manière d'avoir de la connivence et d'avoir un passe-droit, mais simplement parce que vous allez, à travers ces contacts, connaître la manière dont les gens travaillent, avoir, et ça a été dit, une volonté de culture générale. C'est quand même, on le voit aujourd'hui, c'est une période de compliments, donc j'en profite, mais c'est quand même la culture générale et de connaître le milieu et ne pas hésiter à faire des stages, quitte à ce que ce soit des stages où on pousse vraiment la porte. Je sais que les journaux sont assaillis, les médias sont assaillis de demandes, mais c'est vraiment le conseil qu'il nous donnait. Et il nous disait, nous souhaiterions plus travailler dans les établissements scolaires, dans les lycées, même si les concours d'entrée sont plus tard que la sortie du baccalauréat, parce que il y a une diversité de jeunes qui doivent être plus importante dans les médias et dans les formations. Donc je crois que ça, c'est vraiment un élément important. Si vous avez envie d'être journaliste, il y a une solution, c'est avant d'être journaliste, il faut d'abord pousser la porte d'un journal, essayer d'y rentrer, essayer de participer à des stages ou des moments où vous pourrez être présent. Ça vous donnera la vraie vision de ce que peut être ce métier. Et puis après, comme ça a été souligné, les formations générales et la culture générale sont quand même des éléments déterminants. Il y avait une partie aussi sur les conditions de travail. Tu veux... No comment. No comment. Question suivante. Alors, j'y vais ou tu vas? J'aimerais travailler plus tard dans le tourisme et je souhaiterais débuter une formation. Mes parents veulent m'en dissuader. Encore, ils sont méchants les parents. M'en dissuader dans le contexte sanitaire actuel. Que pouvez-vous me conseiller? Damien. Alors, que lui conseiller? De toute façon, la situation sanitaire va quand même s'améliorer. Donc, autant commencer à se former et bien se former dans ces métiers-là pour pouvoir du coup répondre aux nombreux touristes que nous sommes et qui vont venir visiter notre belle région Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, la seule connaissance que j'ai, c'est celle des BTS tourisme qui existent dans pas mal de lycées, qui sont ouverts, qui sont assez prisés. Dernièrement, on est allé dans un lycée à Talence où on fait de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Et donc, effectivement, il y a des lieux de formation comme ceux-là qui peuvent les accueillir très largement. Je vais compléter avec une autre formation à laquelle on ne pense pas forcément, qui est le BTS Développement et Animation des territoires ruraux, où on parle de l'animation du territoire et d'une entrée touristique, mais qui effectivement serait celle du secteur rural. Oui, d'autres formations aussi sur les IUT, avec des formations sur le développement touristique local, puis également à l'université, des licences professionnelles qui existent sur ce champ-là également. Dernière question de Fatou. Ça va aller, dernière question? D'accord. Mes notes ne sont pas bonnes et j'ai l'impression que je vais redoubler. Est-ce que c'est grave? Ça résume bien les 3 jours, ça, cette question. Oui, l'impression qu'on peut avoir autour des notes et de l'orientation, c'est vrai. Ça veut tout dire, cette question. Sébastien. Est-ce que c'est grave? Non, il n'y a rien de grave là-dedans, tout en sachant qu'il n'y a pas de parcours linéaire. J'ai envie de dire qu'il y a des parcours. Et effectivement, si dans son parcours scolaire, pour l'instant, les résultats ne sont pas nécessairement au rendez-vous,
Si l'année a été difficile, si effectivement il y a nécessité d'approfondir les acquis et de recommencer l'année, c'est pas dramatique en soi, tout en sachant que on est sur des parcours qui se construisent au fur et à mesure. Et l'idée effectivement de refaire l'année, ça peut être de la refaire justement pour repartir mieux et autrement. Je ne suis pas sûr que voilà, on soit très nombreux à avoir des parcours linéaires de scolarité avec des passages d'année en année, etc. etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont aussi des parcours avec un échec, voilà, une difficulté. Et puis l'idée, c'est de refaire et puis finalement de repartir mieux l'année suivante. Donc, pardon, je vous ai coupé. Vous avez fini ? J'ai fini. Est-ce que c'est grave, les mauvaises notes? C'est Et pas le fait de grave. redoubler. Les années sont compliquées. Et puis, elle a pu vivre aussi des choses personnelles qui ont fait que l'année était compliquée. Et puis, il y a l'âge, il y a plein de phénomènes qui font que. Donc, non, je reviens à ce que disait Sébastien. C'est pas grave. Philippe, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Alors, je ne sais pas quoi. Bon, bref. C'était quoi, des mauvaises notes? Oui. Des mauvaises notes. Des mauvaises Elle a notes. peur de redoubler. Non, mais c'était le terme. Mauvaises notes. Alors, Non, mes notes ne sont pas bonnes. Ouais, mes notes ne sont je pas savais bonnes. bien qu'il y avait une subtilité. Mes notes ne sont pas bonnes. Bon, alors je vais repartir de ce point-là. J'invite vraiment, avant de se poser la question, est-ce que redoubler ou pas, c'est bien ou c'est pas bien, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que ces notes ne sont pas bonnes? Est-ce qu'elles peuvent être pas bonnes parce que ce qu'elle fait ne l'intéresse pas, parce qu'elle ne fournit pas le travail nécessaire, parce qu'elle n'a pas compris ce qu'on lui demandait? Donc c'est peut-être à travers la première partie de la question que j'interrogerai. Parce que un redoublement, et ça a été dit, un redoublement pour recommencer à l'identique, bon, on peut recommencer longtemps. Si on ne change rien dans la manière dont on prépare et dont on passe son année, on peut potentiellement se retrouver l'année suivante avec les mêmes notes. Parce que recommencer sans changer quoi que ce soit, ça va être à peu près le même résultat. Donc si j'avais, par rapport à la question, est-ce que c'est grave ou pas, je dirais... C'est pas grave en soi, parce que ça a été dit, les parcours linéaires fabuleux où on commence dès le début de la petite section à avoir des bons ronds verts ou des smileys jusqu'à avoir le bac avec une mention très bien et je laisse la suite. Il y en a. C'est pas nécessairement ceux qui réussissent le mieux ou qui ont une vie la plus enrichissante ou la plus riche. Par contre, quand dans un moment de sa scolarité ou de sa vie professionnelle, mais là on parle de scolarité, on peut avoir ce qui s'apparente à une difficulté. J'aime pas trop les bons, mauvais, tout ça, c'est des mots que je n'aime pas tellement, mais se poser la question de qu'est-ce qui ne marche pas et avoir cette petite réflexion de pourquoi et comment je peux progresser, ça probablement elle ne se posera plus cette question à la fin de l'année, parce que si elle fait ce travail de réflexion, les notes s'amélioreront certainement et la question du redoublement ne se posera pas. Et pour finir sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, un redoublement, c'est toujours grave, parce que au final, on se demande les années après, est-ce que je n'aurais pas pu faire un tout petit peu mieux pour ne pas avoir à redoubler? Il est temps maintenant de conclure ces 3 jours, moment un peu de nostalgie déjà. Damien, qui a œuvré grandement pour ces 3 jours, 2 minutes 30, tu as 45 secondes, pas plus. Je ne fais pas 2 minutes 30. Simplement remercier tous ceux qui ont préparé à cette émission, évidemment, l'ensemble du groupe un peu de pilotage qui a bossé en amont, où on a près de 90 intervenants qui sont venus sur ces 3 jours. Ce n'était pas une mince affaire. Donc remercier les collègues de l'Éducation nationale, de l'agriculture et tous ceux qui ont œuvré à ça. Je pense que c'est vraiment une œuvre collective qu'on a essayé de monter. Je vais profiter et puis leur demander de venir, parce qu'on ne les voit pas, les collègues de l'équipe, Étienne, Jérémy, venez ici, on va vous voir au moins, voilà, parce que vous avez récolté l'ensemble des questions, etc. Lydie, Joris, Elle est là. vous pouvez venir, si, profitez-en, on en profite. On a besoin aussi de se voir tous les gens de l'ombre, évidemment les techniciens qu'on a cités tout à l'heure. Je vais en profiter pour faire venir Lionel, Victor, François, les collègues de la régie qui sont à l'intérieur. Oui, tu peux venir, François. François, viens donc. Voilà, on a Nico, Julien, et le seul qui pourra peut-être pas venir, mais je crois qu'il va quand même faire un grand plan pour pouvoir le faire, Bruno aussi, Le qui sont dans réalisateur, il peut pas venir, le mais ouais, réalisateur, c'est dans le car régie.
en profiter pour souligner qu'on a eu aussi des beaux dessins qui ont été faits. Donc là, vous avez une petite dédicace pour tous les deux. Nos deux, C'est pas du tout ressemblant. Hein. Voilà, nos deux magnifiques journalistes qui nous accompagnent depuis le début. Des grands yeux comme ça. Bon. Qui est qui finalement? Et puis j'espère effectivement qu'on a posé des fondations de travail collectif et que on aura l'occasion de pouvoir se retrouver dans le prochain printemps de l'orientation et puis peut-être un petit peu avant. En tous les cas, on le souhaite et j'espère que ça a été utile pour tous ceux qui nous ont regardés. Voilà, Julien, Nico et Bruno. Et alors, qui est-ce qui s'occupe du bousin? Plus personne là. Voilà, il n'y a plus personne qui s'occupe de tout ça. Ça peut couper Complètement en live cette affaire. Hein. Et vous avez une question Et pour donc Julien vraiment vous remercier à tous de tout ça et puis en espérant que ça a été utile pour tous ceux qui nous regardent. Voilà, et puis on souhaite bonne chance à tous les étudiants. Bonne chance, bon choix. Et qui vivent leur rêve aussi. Important. Oh là là. Peut-être un mot, Philippe, pour vous aussi. Alors, il reste 12 secondes. Ouais. Donc, on était, quand l'éducation nationale nous a dit il y a le printemps de l'orientation, on est à quelques-uns et j'avoue, et je plaide coupable, dire si on se faisait une web TV, j'ai demandé à quelques-uns, dont Damien, et il m'a dit oui, on peut le faire. Bon, on l'a fait, je crois que bravo à tous. Et puis on va dire à l'année prochaine. Et puis la draft, tout le monde était là, 80 personnes, je pense que Sébastien pourra nous le dire. Il n'y a pas beaucoup de régions, il n'y a pas beaucoup de collectivités qui ont su faire ça avec tout le monde. C'est un beau partenariat et merci à tous les deux parce que vous nous avez accompagnés. Et puis, bravo à tous. À bientôt, générique. Attends.